Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel Drucker. Il faut du temps pour rester jeune, publié chez Robert Laffont. Je vais presque dire, c'est peut-être votre livre le plus personnel, Michel. Vous qui êtes une légende de la télévision, vous pensez aujourd'hui au temps qui passe et vous vous dites quoi au fond? Comment allez-vous, Michel? Mais ça va bien et je suis surtout le premier étonné de la surprenante longévité de ma carrière. Parce que quand j'ai commencé dans ce métier il y a 55 ans exactement, c'était 2 ans avant les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était en 64. On m'aurait dit que je serais encore là 55 ans après. Mais même si on m'avait dit que je serais encore là 20 ans après, c'était déjà très bien pour moi. Quand j'ai rencontré Zitrone, l'été où je suis rentré à la télévision, il avait 50 ans. On a fêté son anniversaire, j'étais un peu son grouillot, parce que le hasard de la vie a fait que j'ai découvert que j'étais son voisin. Et donc il m'avait pris un petit peu sous son aile, et c'était 50 ans. Et donc, on a fait un cadeau de ça. Et à la fin de la journée, quand je l'ai ramené, car je conduisais un petit peu, nous habitons le même quartier, place de Clichy, au pied de la butte Montmartre, je lui ai dit, Monsieur Zitrone, est-ce que vous croyez que quand j'aurai 50 ans, je serai encore à la télé? Et j'en avais que 22. Donc j'étais déjà préoccupé par le temps qui passe. C'est fou, hein. Oui. Écoutez, ça, il y a des chansons, vous citez des chansons dans ce livre. Oui. Il y en a une, par exemple, on va entendre, écoutez ça. J'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, les ça, c'est vous, Michel, hein. l'abdomen qui se démène, Ça, j'ai c'est le thorax vous. qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les Très long et boyaux bien trop interminable, gros, hein. le sternum qui se Le dégomme, comique la Troupier flanque, Ouvrard. j'ai le Lui, nombril, j'ai tout connu en Ouvrard. coccyx qui se Oui. dévisse. Il avait pas loin de 90 ans. Et le refrain, c'était « Ah mon Dieu ». Ah mon... Attendez. Le refrain, c'est... Ah mon Dieu, que c'est embêtant de pas être bien ah mon Dieu, portant. c'est important. T'as toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. C'est ça. Parce que vous citez cette chanson dans ce livre, vous en citez d'autres, Ouais, J'ai parce oublié que de je suis vivre de hypocondriaque. Johnny. C'est au fond se dire, il faut quand même s'y faire, être à la télévision encore et toujours, rester jeune. C'est pour ça que Charles Aznavour est très présent dans ce livre, parce qu'on était voisins en Provence. J'ai eu au téléphone il y a encore 1 mois et demi, rentré de son dernier spectacle au Japon. Et c'était mon modèle, Charles. Donc c'est pour ça qu'il y a Trousse-chemise en tête d'un chapitre, parce que ça, c'est les amours d'adolescence qui remontent à la surface des années après. Et puis, il y a évidemment, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, Oui. qui est une chanson sublime. Oui. Puis il y a aussi Nuit et brouillard. de Alors, Jean Nuit et Ferrat. brouillard, ça c'est référence à Ouais. au passé de mes parents, à la Shoah, à Ferrat, Ouais. voilà, et à la déportation. Et au souvenir d'un voyage, vous êtes allé à Tel Aviv Oui. jouer ce spectacle. Oui, j'ai joué mon Vous spectacle seul avec racontez, vous. Michel. Et au C'était fond, vous vous êtes très dit, émouvant. ouais, devant le mur des lamentations, vous avez pensé à vos parents. Oui, moi j'étais jamais allé en Israël longtemps. J'étais allé 2 jours dans une autre vie avec Stallone pour le tournage de Rambo 3 dans le désert du Negev. Hein, comme voyage initiatique, on fait mieux. Mais c'était mon premier vrai voyage. C'est surprenant, puisque je suis askénaze venu des brumes de l'Europe centrale, de l'Empire austro-hongrois. Papa était roumain. Tchernowitz, c'est maintenant la Bucovine, c'est maintenant l'Ukraine, pays en guerre. Maman était viennoise. Les frontières ont beaucoup changé à cette époque-là. Et c'est vrai qu'une partie de ma famille était partie en Israël à la création, à l'époque de Golda Meir, de Ben Gourion. Et puis voilà. Et puis des années après, bizarrement, j'ai eu envie d'aller là-bas, alors que mon père aurait dû nous inciter à y aller. Ouais. Mais il nous a tenus à l'écart de tout ça, alors qu'il s'appelait Abraham. Il m'a même fait faire ma communion. Vous savez, il y a beaucoup d'Israélites venus d'Europe centrale qui voulaient découdre totalement les toiles jaunes. Et ils avaient tellement peur que ça recommence qu'ils ne voulaient pas revenir là-dessus. Ils voulaient rester silencieux, Ouais. ne pas en parler. Votre père était germanophone. Oui, bah, il adorait. il était médecin à Drancy et à Compiègne. De triste mémoire, c'est quand. Et Dénoncé il parlait votre allemand. père et votre mère arrêtés sur un quai de gare Oui. quand elle était enceinte de vous. Mon père a été arrêté en 1942, dans un petit village où il était jeune médecin, interne, dans une forêt. Il a été dénoncé alors qu'il allait au secours de l'aviateur canadien dont l'avion s'était craché sur cette forêt. Il était dénoncé comme juif, etc. Bon, après, il est parti. Et nous, on est allés en Bretagne. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère. Mon frère Jean avait 1 an. Et on était réfugiés dans un petit village des côtes du Nord, devenu Côte d'Armor. Je m'en souviendrai toujours, numéro 22. Et là, les hasards ont fait que ma mère a été un peu sauvée de la Gestapo sur les quais de la gare de Rennes.
par un monsieur qui n'était autre que monsieur Lelay, qui était un fin linguiste, professeur de lettres, qui parlait allemand, et qui était le papa de Patrick Lelay, que j'ai retrouvé des années après à la direction de TF1. Ça, c'est un hasard de la vie. Mais c'est vrai que mon voyage en Israël, je devais le faire maintenant, devant le mur de lamentation, moi, qui n'ai pas été élevé dans la tradition. J'ai été ému. Quand je suis sorti de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, j'étais absolument bouleversé. J'ai rencontré longuement la fille d'Isaac Rabin. J'ai dîné un soir avec la sœur de Shimon Peres. Je veux dire, en espace de 4 jours, c'était un concentré. J'avais l'impression de venir en chef d'État. Le maire de Jérusalem m'a remis les clés de la ville. Et j'ai voulu aller sur une base de Tzal parce que j'aime tout ce qu'ils veulent. Je voulais voir les pilotes de la meilleure armée de l'air du monde. Et pour cause, c'est eux qui surveillent leur pays, qui est cerné de toutes parts. Donc, en 4 ou 5 jours, espèce de voyage a été très important. Maintenant, je vais y retourner. Mais pour être très objectif, je voudrais aller également dans les territoires. Parce que Tel Aviv, c'est New York. C'est Montréal et c'est l'Amérique. Mais regardez tout ça. Et vous dire, comme vous dites dans ce livre, je suis un gamin de 76 ans qui court après les bons points qu'il n'a pas eu à l'école. C'est ça. Lelouch dit de moi que je suis un tardif qui a commencé tôt. C'est vrai, mais il m'a fallu des années et des années et des années pour attraper une décade qui n'est pas la décade prodigieuse. C'est la décade minable. C'est la décade entre 8 et 18 ans où j'ai rien foutu. J'ai écrit un livre là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et c'est vrai que ces 10 années-là, quand on fout rien à cette époque-là, alors qu'on termine, on va à l'université, on rentre dans les vies actives, on lit, on s'intéresse, on commence à se cultiver. Moi, c'est une page blanche. Donc, il a fallu que j'enlève les manches dès l'âge de 18 ans. Je suis rentré à la télévision quelques années après. Votre première télé, vous en parlez, Michel. Vous tremblotiez. Ah oui. Il y a des gens qui m'en parlent encore. Entre Zitron et Roger Coudert, deux stars immenses. On m'en parle encore, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc. Personne n'a échappé à ma première apparition. C'était en janvier 65. C'était à 20h30. Le journal télévisé présenté par Zitron, qui faisait tout, durait 20 minutes. Il y avait Sport Dimanche, l'ancêtre de Stade 2. J'étais là à 20h30 précise. Et le film du dimanche soir, qui arrivait toujours à 9h moins le quart, c'était La Vache et le Prisonnier. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'étais présenté, tétanisé par Zitron et Roger Coudert. Il faut savoir qui était Roger Coudert à l'époque. Le chantre de l'Ovalie, le 16e homme de l'équipe de France de rugby. Et là, à 20h30, on a vu un gamin, j'avais l'air d'avoir 17-18 ans, qui était terrorisé, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et c'était le début d'une aventure inimaginable. Oui, vous dites, quand j'aurai 100 ans, Michel, je totaliserai 35 000 heures d'antenne, j'aurai publié mon 42e bouquin, et je serai le dernier homme blanc de plus de 50 ans à la télévision. Ah oui. Pour l'instant, je suis le seul de plus de 70 ans dans ma catégorie. Mais c'était un gag qu'on faisait entre nous, avec Charles Aznavour. C'est-à-dire, Charles me disait, je vais chanter jusqu'à 100 ans. Il me disait, Charles, je présenterai votre gala des 100 ans. Et on choisissait un lieu, on en parlait encore cet été. Alors on disait, bon, allez, la Tour Eiffel, non, c'est trop attendu, c'est un cliché. Bon, Stade de France, non. Et je lui avais dit, et la Concorde. Il m'avait dit, d'accord. On va en mettre combien? Je dis, si vous mettez le podium à la hauteur de l'arrivée du Tour de France, on peut mettre 1 million de spectateurs. Et là, il m'avait dit sous forme de boutade. Mais est-ce que c'était une boutade? J'aimerais bien avoir l'Arc de Triomphe derrière moi. Et je me disais, je vais présenter le gala de ses 100 ans. 100 ans, ça va venir vite pour moi. En 2042. Votre épitaphe, vous dites, voudrait qu'on mette 6J, Michel Drucker, qui a passé sa vie à chercher à rajeunir les marques. Non, mais là, il faut expliquer. Oui, parce qu'il y a 2 ans, on a disparu du dimanche après-midi, parce que le patron de l'époque disait, voilà, il faut renouveler les marques. Et moi, j'ai compris... à la porte, quoi. Rajeunir les marques. Parce que renouveler les marques, on est un peu les marques, quoi. La grande différence entre le privé et le service public, les services publics, les marques sont incarnées par un présentateur. Les terriens, c'est Ardisson. Le samedi soir, on n'est pas couché, c'est Ruquier. Les paroles, c'est Nagui. Donc il y a une marque, Michel Drucker. Et le dimanche, c'était comme Martin. Moi, j'étais l'homme du dimanche. J'ai succédé à Jacques Martin il y a 20 ans. Donc j'ai compris rajeunir les marques. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. On m'avait déjà dit ça à l'époque de Champs-Élysées. Je suis rentré chez moi, je me suis regardé dans la glace. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu crois que la marque a tellement vieilli? Et là, j'ai commencé à faire une espèce de parano. Et ça m'a donné envie d'écrire ce livre.
Ouais, c'est Johnny aussi. Vous a dit un jour, ah, tu sais Michel, hein, tu devrais faire du sport. C'est bien que tu en fasses, mais tu fais plus vieux à la télé. Non, mais Johnny, il avait des saillies comme ça, de vocabulaire magnifique. Un jour, je vais chez lui, je lui offre un vélo, car il m'a demandé, il voulait faire du vélo. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, avec sa voix, que j'imite de plus en plus, tellement il me fait rire sur scène, comment ça se fait qu'on a le même âge et qu'on n'a pas la même gueule. Je dis, Johnny, on n'a pas la même gueule. Tu sais pourquoi? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je dors, je fais du sport, je vois les médecins, la prévention, je fais très attention à avoir une vie organisée. J'ai la même femme depuis plus de 40 ans à l'époque. Il me disait, quelle vie de con. Et donc voilà, il trouvait que j'avais une vie de con, mais ça l'intriguait quand même, Johnny. Mais c'est du boulot de rester jeune. Hein. Ouais. C'est pas comme ça. Il faut beaucoup de volonté. Moi, j'ai pas tellement de mérite parce que je suis un addict du sport. J'aime pas rester longtemps à la table. Je bois pas de vin. Ouais. Je fume pas. J'ai fumé une fois pour savoir ce que c'était pendant quelques mois ou quelques années le cigare. Et quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était incompatible. On ne peut pas monter l'école si on fume le cigare. Petite parenthèse sur Johnny quand même, parce que là, il y a un chapitre sur les obsèques de Johnny. Oui. Ça vous a quand même touché, Michel. Je raconte. Vous dites que c'était quand même les premiers obsèques sur invitation VIP, quoi, en gros. Oui, ah bah oui. Ça vous a énervé, hein? Non, mais je savais que ce serait un show, mais à ce point-là, c'était incroyable. On n'avait pas vu ça depuis la Libération. Des gens qui cherchaient à être vus, dites-vous, surtout. Ce qui m'a touché surtout, c'est les bikers. C'est le vrai public qui était là. Certains venaient rarement dans ce quartier huppé de la Concorde et de la Madeleine. Tous ces motards qui étaient là, c'était très émouvant. Dans l'église, c'était un grand show, quoi. Et c'était étrange. Donc j'ai voulu essayer de traduire ce que je ressentais. Je voyais devant moi que des visages qui me rappelaient des souvenirs. Eddie, Sylvie, Nathalie Baye, Jean-Marie Perrier. Subitement, toute une partie de ma jeunesse était là, à la Madeleine. On n'était pas tellement nombreux d'avoir connu Johnny dans les années 60. Donc c'était une bouffée d'émotion et je voyais déjà, sans le savoir, les prémices d'un Dallas qui allait arriver. Ah oui. Et on est passé de Que je t'aime à Dallas. Hein. Bon, saison 1, saison 2. Et après, il y a eu tout ce que Johnny n'aurait pas voulu. Quoi. Il n'aurait pas voulu ça, Johnny. Il avait tellement connu Michel. Est-ce que ça ressemble à Johnny, tout ça? Non, mais les problèmes de succession, les problèmes d'héritage, tout ça, c'est quelque chose de privé. Les téléspectateurs, c'est rare qu'on mette ça sur la place publique. Donc, il aurait été meurtri de tout ça. C'est un feuilleton qui n'est pas encore terminé. Et c'est vrai que ça qui m'a mis un peu mal à l'aise. Et quand on m'a demandé de lui rendre hommage le lendemain de sa mort, j'ai dit oui. Parce qu'il m'avait dit, sous forme de boutade, quand je l'ai vu sa dernière tournée, j'ai passé une soirée avec lui à Limoges. Il avait déjà une insuffisance respiratoire. C'était juste avant les vieilles canailles. Et moi qui suis père d'un médecin pneumologue, j'étais là à Limoges, je m'occupais un peu de son inhalation. Et il regardait, et en se marrant, il me disait est-ce que tu vas faire ma nécro? Et je dis Johnny, je te ferai ta nécro. Je lui ai fait sa nécro. Et c'était un moment très bouleversant pour moi. J'ai eu du mal à la finir. Parce que moi, je n'appartenais pas au deuxième cercle. Hein. Moi, j'appartiens au premier cercle, les années 60. Moi, quand j'ai Johnny, il venait de faire une cure de sommeil. Il a fait une tentative de suicide en Suisse. C'était en 66. Je présentais ma première émission de télévision. C'était Tilt Magazine à Douai. Et il revenait. Il vendait plus de disques. Il remplissait plus les salles. Il avait un creux de vague qu'il n'a plus eu depuis. Hein. Et il me disait, il chantait Noir, c'est noir. Et on se disait en rentrant, j'aime raconter cette anecdote, il avait une Ferrari, moi je pense que c'était une Lamborghini, on rentrait la nuit, et c'était mon première émission de divertissement. Il n'y avait que des inconnus. Il y avait Kat et Maxime, c'est Maxime Forestier et sa sœur. Il y avait qu'un qui ressemblait à Françoise Sagan, que j'avais croisé sur les marches du Sacré-Cœur, il faisait la manche, c'est Michel Polnareff. Il y avait Dutronc, qui avait déjà un cigare et du cognac, qui chantait Moi et moi et moi. Il n'y avait que des inconnus, il y avait Adamo, et puis il y avait Johnny qui revenait. Après vraiment une traversée du désert de minimum 1 an, en mauvaise santé physique, psychologique, et en revenant la nuit, à 2h du matin, avec ses silences interminables, il me disait comme ça, tu crois que ça va marcher pour moi? Tu crois que ça va être un tube? Et moi je disais, est-ce que tu crois qu'on va me reprendre? Puisque avant c'était Albert Ressner, c'était ma première émission à 20h30. Et puis comme on roulait à 220, 230 à l'heure, je dis Johnny, on n'aura jamais la réponse. Donc moi j'appartiens au premier cercle. Ouais. Voilà. Il avait connu ma femme avant moi, ils avaient tourné ensemble
elle dans un sketch des Parisiennes, lui dans un autre sketch où il chantait la chanson d'Aznavour à Catherine Deneuve, Retiens la nuit. Donc Dany, ma femme, connaissait Johnny avant moi. Et je l'ai mieux connu avec elle, et puis on se connaissait déjà bien avant, mais à partir de 72, on s'est vu beaucoup plus. Il venait dîner à la maison. C'est l'époque Nathalie Baye, j'ai connu tout ça. Mais la dernière époque, les 20 dernières années, je ne suis pas allé à Gstaad, je ne suis pas allé... Ouais. Je ne suis pas allé dans les îles. Michel. Comment? Oui, vous avez hésité à aller à la Madeleine. Oui, d'un autre côté, je voulais quand même être là pour lui dire au revoir, parce que je n'avais pas voulu venir le voir à Marne. On m'avait dit, viens quand tu veux. Je ne voulais pas parce que je suis sûr que Johnny n'aurait pas voulu qu'on le voie comme ça, vraiment. Parce qu'il était vraiment dans un état compliqué. C'est peut-être parce que je suis frère de médecin. Moi, je pense que Johnny n'aurait pas voulu que beaucoup de gens le voient, à part sa garde rapprochée. Moi, je ne voulais pas aller le voir. Je voulais rester sur la dernière image que j'avais de lui, sur les derniers shows que j'ai fait avec lui. Mais j'étais jamais à Los Angeles, je suis pas allé à Saint-Barth, je suis pas allé en Suisse. Et moi, on se parlait en texto. On faisait quelques grands shows tous les 2 ou 3 ans avec Franck Seurat et Carson. Et on avait ce rapport-là, mais à chaque fois que je le voyais, il me faisait un clin d'œil. Il me disait « T'as vu ce qu'on a fait de nos 20 ans, c'est magnifique. » Et il m'a dit un jour une chose formidable, je lui ai dit « C'est pas si vieux. » Il m'a dit « Toi, finalement, tous les deux, on a été longtemps tellement jeunes qu'on ne s'est pas vu vieillir. » C'est ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu ça, vieillir. le sujet du livre. C'est le sujet du livre, quoi. Ouais. Le sujet du livre, c'est aussi ce que m'a dit Aznavour, c'est-à-dire le temps, on ne peut pas l'arrêter. Bon. Sauf comme Raymond DeVos, qui a fait un sketch qui m'a dit « J'ai arrêté de vieillir à 60 ans. » Ça commence comme ça, d'ailleurs, le bouquin. Une visite à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Mais Aznavour m'a dit « Vieillir, oui. Devenir vieux, non. Ça n'a rien à voir. » Mais c'est vrai que le début du livre, c'est un sketch de Raymond DeVos. Raymond DeVos, il allait plus souvent au Grand Échiquier que chez moi, mais il avait une tendresse pour moi, j'étais le plus jeune, et puis un jour, il dit « Je sais que tu fais du vélo dans la vallée de Chevreuse, arrête-toi chez moi, tu veux boire un coup, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est un musée maintenant. 15 jours après, je m'arrête chez lui, je frappe à la porte, il m'ouvre, je dis « Mais Raymond, mais quelle pêche vous avez ?» Il me dit « Mais t'es pas au courant ?»« Mais t'es pas au courant ?» J'ai arrêté de vieillir. Je dis « Mais quand ?»« Oh là là, j'ai arrêté de vieillir il y a bien une bonne dizaine d'années. » Et là, il me dit « Je ne te dis pas que lorsque je ne me sens pas observé, je ne reprends pas un petit coup de vieux, mais quoi, 6 mois, 1 an. Je ne veux pas qu'il m'arrive, parce qu'il n'y a pas que le tabac et la cigarette qui sont nocifs pour la santé. Vieillir, c'est très mauvais. Et je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à mon cousin Marcel. J'avais dit à Marcel, je m'arrête de vieillir, tu t'arrêtes avec moi. Marcel, il a arrêté de picoler, il a arrêté de bouffer, aucune volonté, il a continué de vieillir. Ouais. Tous les ans, il prenait 1 an. Tous les ans. Je dis, Marcel, arrête-toi. Tous les ans, il prenait 1 an. Tu sais ce qui est arrivé? Il est mort. Et c'est ça qui m'a amusé de commencer par une boutade, ça. Mais c'est vrai que arrêter de vieillir, c'est surtout ne pas fermer ce qui est en haut. C'est le texte de MacArthur. MacArthur, il dit, la jeunesse, c'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit. Et quand il dit, voilà, lorsqu'on a déserté son idéal, c'est là où on est foutu. Voilà, la jeunesse, dit MacArthur, ride la peau, déserter son idéal, ça ride l'âme. Ouais. Donc on peut vivre très très vieux. Mais... Parce que ça, il y a un médecin, M. Allard, que j'ai rencontré, spécialiste du 3e âge, qui dit que c'est le cerveau qui vieillit le moins. Si on l'entretient, le cerveau peut fonctionner impeccable jusqu'à 100 ans. Même si on a des jambes lourdes, même si on boite un peu, ça. Et vous avez remarqué qu'il y a des centenaires, intellectuellement, qui sont intacts. Incroyable. Mais au-delà de ça, Michel, il y a cette envie pour vous, que je le disais, d'aller jusqu'à 100 ans, de continuer de vous battre. Et puis en face, pourquoi pas, vous racontez des rencontres incroyables. On parlait comme ça de ce rajeunissement des marques. Et puis un jour, vous voyez un journal où on marque que quelqu'un d'autre va présenter les soirées du dimanche. Et c'est écrit, noir sur blanc, fini le blues de dimanche soir. Non mais ça vous a énervé, Michel. Ça m'a foutu un cul. Mais, alors cela dit, et en même temps, rendez-moi cette justice, et en même temps, quand je rentre chez moi, ma femme me dit, écoute, ça va, toi aussi t'as pris la place de Martin. Oui, c'est lui là, voyez, on l'a en photo là, celui dont on parle. Toi aussi. Donc, quelqu'un de plus jeune, plus blond, plus jeune, et alors, tu vas pas être sur ton canapé à 80 ans encore, tu pourras plus te relever. Donc elle m'a un peu engueulé en disant, bon voilà, c'est la vie.
quelqu'un de plus jeune, plus beau, en pleine forme. Oh, Est-ce que je dis à propos de Laurent, d'ailleurs? Vous êtes sûr de ça, Michel? Plus non, beau? Non, mais attendez. De là où c'est plus beau que vous, non? Non, mais il est de notre génération, soyons sérieux quand même. Oui. Il a plus de chances de séduire la ménagère de moins de 50 ans, la responsable des achats, que moi. Bon, mais cela dit, je trouvais ça finalement normal, même si ça m'a vraiment perturbé au départ. Et puis finalement, tout ça se termine bien, parce que le nouveau patron de France Télé, Takis Candelis, quand il est arrivé, la première chose que je lui ai posée comme question, mais j'avais dit ça à Delphine Ernotte. Quand Delphine Ernotte a été nommée, elle est venue me voir, ensuite on a déjeuné ensemble, et je lui ai dit, répondez-moi franchement, les yeux dans les yeux, Delphine Ernotte, est-ce que je suis un homme du passé? On me l'a déjà dit quand j'avais 45 ans. Maintenant, j'en ai 30 de moins. Dites-le moi, je vous assure. J'ai fait une carrière tellement incroyable, c'est du bonus jusqu'à maintenant. Dites-moi oui ou non si je suis un homme du passé. On va gagner du temps. Elle m'a dit mais non, etc. Et j'ai posé la même question à Takis Candelis. Je lui ai dit voilà, oui ou non, j'ai fait mon temps. Et je le comprendrai très très bien, plutôt que d'apprendre dans les journaux ou par la bande ou les réseaux sociaux ou avec les ragots du métier. Oui ou non, je suis un has-been. Il m'a dit mais c'est complètement ridicule. T'as toute ta place. Et donc, il me l'a prouvé, puisqu'il m'a redonné le diplôme. Oui, non, ce qui est drôle sur l'anecdote, parce que vous racontez, évidemment, vous revenez sur ces pics que vous aviez envoyés à Laurent Delahousse et vous dites, ma mère n'aurait pas été contente de moi. Vous dites, ma mère m'aurait donné une claque. Parce que si ça se trouve, elle aurait aimé Laurent Delahousse. Elle aurait trouvé très bien, très bon chic, bon genre, blond, tout ça, bien. Non, ma mère m'aurait dit, c'est quoi? Puis ma mère m'aurait engueulé en disant, on ne dit pas du mal d'un confrère comme ça sur la place publique. Elle m'aurait engueulé. Mais les patrons m'ont engueulé, ils m'ont recadré, comme on dit. Ils étaient dans leur rôle. Vous étiez bien recadré, alors? Oui, on m'a dit, bon, écoute, franchement, est-ce que c'est de ton niveau, tout ça? Voilà, mais c'est vrai, j'ai dit, mais oui, mais Zidane, il n'aurait pas dû donner un coup de boule à Materazzi, mais ça lui a échappé. Vous citez Lucchini, qui vous a donné envie d'ailleurs de faire de la scène, Michel. Oui, Lucchini. J'ai fait un texte sur Lucchini. Alors, il dit Kerdru, fais gaffe. Oui, alors, il y a de la chasse aux vieux élancés. Oui, et alors, tu n'es pas le perdreau de l'année. Alors, ça, c'est moi qui ai écrit ça, parce que j'ai entendu un jour Lucchini, je lui ai demandé conseil. J'ai envie d'aller sur scène. Il me dit, et là, il m'a dit, Kerdru, t'es complètement fêlé. À ton âge, tu te prends pour Sarah Bernard. Et moi, j'ai ajouté, il m'a dit, je ferais pas mieux. Et t'es sûr. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale? Toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, méfie-toi, Kerdru. En ce moment, c'est la chasse aux vieux à la télévision et t'es pas un perdreau de l'année. J'ai dit ça presque chaque week-end sur scène, ça fait beaucoup rire, mais Lucchini m'a dit, il n'y va pas. Laurent Ruquier m'a dit, il faut y aller. Mais Lucchini ne va pas sur scène, tu vas te faire écharper. Tu t'en es bien tiré jusqu'à maintenant. À ton âge, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire flinguer. Tous les animateurs de télé qui ont voulu faire du stand-up, ils n'ont pas fait un long parcours, et puis ils se sont fait moquer. Quoi. Je dis, mais je ne suis pas un humoriste. Alors finalement, je suis allé, et finalement, je le dis dans le livre, ça m'a été très utile, j'ai écrit le prochain spectacle, et c'est le plan B que j'avais imaginé quand on m'a dit qu'il faut rajeunir les marges. Je dis, d'accord, prépare la sortie, et là, le plan B, maintenant, je sais qu'il existe, puisque maintenant les gens sont venus me voir à ma grande surprise, et je vais continuer. Donc si jamais un jour je quitte la télé, si je décide de le faire moi, ou si le patron qui a tous les droits décide de mettre quelqu'un d'autre à ma place, ou parce que ça ne marche pas, ou parce que le public en a marre, je sais que je continuerai à garder un rapport avec le public, parce que j'adore être sur scène, et puis il y a les bouquins, et puis il y a le vélo, puis il y a tout ça. Et puis il y a les médecins pour bien me soigner. Le jeunisme, ça ne marche pas, Michel. Vous dites, on n'a pas d'âge, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais c'est vrai que depuis 25 ans, depuis qu'il y a le privé en France qui est arrivé, 30 ans, on nous a demandé, c'est normal, de nous adresser, nous les animateurs, aux téléspectateurs en termes de consommateurs. Alors c'est vrai que dans le service public, on est moins sous la pression, et France 2 reste ma maison. Je suis très très attaché, moi, au service public, même si j'ai passé 5 ans dans le privé après qu'on m'ait dit que j'étais un has-been. Et c'est un bon souvenir, d'ailleurs, sur TF1. Mais c'est vrai que ma maison, c'est le service public. Et le service public, je trouve, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est là où on peut, je pense, encore faire carrière. C'est là où on peut encore tirer vers le haut. Comme disait Chancel, c'est là où on peut montrer aux gens ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. Oui. Car mon challenge, ça a toujours été ça, moi. D'avoir le public, mais d'avoir aussi ce qu'on appelle la carte. Et j'ai mis beaucoup de temps à avoir la carte. J'ai mis beaucoup de temps à avoir ce que ma mère rêvait d'avoir pour moi, c'est-à-dire un article dans Le Point, dans Le Monde, dans Télérama ou dans
le Nouvel Observateur. Ouais. Ce qui est drôle, parce qu'on a envie de raconter des anecdotes de ce bouquin. Vous racontez une nuit, vous êtes invité par Claude François et Gainsbourg Oui. à aller en boîte. Vous, Non, mais comme je suis vous vous pointez hypocondriaque. à 22h et la boîte n'est pas encore ouverte. Oui, non mais moi, j'ai toujours, me suis méfié du monde de la nuit. Mon père me disait la nuit, il faut dormir. Bon. Et se lever tôt, même si tu te couches tard, mais en tout cas, la nuit, c'est dangereux. Puis la nuit, on attrape froid. Et puis un jour, Gainsbourg et Claude me disent, écoute, tu vas quand même pas... Maintenant, tu es dans le monde du spectacle, il faut que tu ailles en boîte. Alors je dis, mais c'est où les boîtes? Régine, la grande boîte de Montparnasse. Bon, alors très bien, rendez-vous samedi en boîte. Donc, pour moi, les boîtes le samedi, mais bon, les balles du samedi soir de mon enfance en Normandie, c'était vers 10h30, 11h. Comment. Et puis là, j'arrive à 10h, 10h30 devant chez Régine, en Montparnasse, c'était fermé. Donc je vais manger un sandwich en face, puis j'attends que ça ouvre. Oui. Et je frappe à la porte, on me dit, mais non, ça ouvre qu'à minuit. C'est une boîte de nuit. C'est pas une boîte de soirée, ni une boîte de jour. Et puis, un moment, ils arrivent, ils disent, qu'est-ce que tu fous là? Je dis, ça fait 1h30 que je vous attends, vous êtes vachement en retard. On rentre là-dedans. Ils avaient froid, un bruit incroyable, les tubes de l'époque, certains de Claude, et puis voilà, tous les anglo-saxons de l'époque. Et puis des filles à tomber par terre. Alors Claude était très, très fier de me présenter des filles très âgées. Oui. 17h30, 18h. Vous qui n'aimez que les filles plus âgées, vous le dites sorti aussi. tout droit de l'appartement de David Hamilton, et puis Gainsbourg, etc. Bon, eux, ils étaient très branchés sur la jeunesse, même s'ils étaient eux, encore jeunes. Mais bon, ils aimaient les jeunes. Et puis les mannequins. Il a eu une agence de mannequins, Clo-Clo. Donc moi, on me présente des mannequins. La première chose de réflexion, je me dis, dis donc, elle ne mange pas assez, elle est anorexique. Hein. Je dis non, c'est un des plus grands mannequins du monde. Oui, mais regarde, il faut lui filer la vitamine C. Donc déjà, j'étais à côté de la plaque. Et c'est vrai que tous les mannequins sont anorexiques pour moi. Et puis là, Régine arrive, etc. Et je suis comme ça. Et Régine me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je commençais à me faire connaître un peu. Je présentais des émissions de variété. Et je dis, je crois que j'attrape une pneumonie. Alors Gainsbourg se marre. Claude me dit, oui, mon père m'a dit, ne va jamais en boîte. Tu vas attraper un chaud et froid. Tu vas être en âge, tu vas sortir, tu as une pneumonie. Et je regarde comme ça, et je regardais ma montre. 1h du matin, j'ai plus que 6 heures à dormir. 2h du matin, terrible. Et finalement, je suis parti. Ouais. Et vous êtes allé où direct? Vous racontez dans le livre. Dans une pharmacie. Voilà. Prendre des comprimés pour la gorge, prendre au cas des comprimés si jamais j'avais la grippe, si j'ai froid, si je perds ma voix. J'ai terminé ma soirée en boîte de nuit, moi, elle s'est terminée dans une pharmacie de garde de nuit, place de Clichy. Ah ben vous remerciez tous vos médecins à la fin du bouquin. Il y en a 50. Et depuis la fin du médecin, j'en connais d'autres. J'en connais d'autres. Des spécialistes des poumons, urologues, cardiologues. Vous en avez parfois à Paris, en province. Partout. Partout. Hein? En Belgique, je sais où aller. En Provence, je sais où aller. Oui. Mais ce que je ne dis pas, parce que secret professionnel, c'est que le nombre de stars du showbiz, acteurs, actrices, hommes politiques, qui m'appellent quand ils ont un petit bobo pour que je retrouve un médecin, c'est incroyable. Incroyable. Tout à l'heure, j'ai une grande star française qui m'a appelé qui a un problème de la main. Je lui ai trouvé ça. De temps en temps, j'ai des actrices qui ont un problème d'allergie. De temps en temps, j'ai des acteurs ou des chanteurs qui perdent leur voix. Je m'en occupe immédiatement. Ouais. Il y a même des actrices, et je ne dirai pas leur nom, ou des animatrices, qui me demandent des conseils sur le plan gynécologique. Ah oui. Et j'ai également ça. Ah d'accord. Ah ben d'ailleurs, une anecdote dans le bouquin, quand vous étiez gamin, vous aviez une chambre et tout le monde voulait l'utiliser à des heures fixes. Alors non, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'habitais Et notamment votre patron. dans un appartement Oui. où j'étais seul, célibataire, souvent. Et là, tous les copains de la rédac et le patron de l'époque ont découvert que c'était pratique puisque j'étais seul. Et ils m'ont demandé, ce qu'on demande beaucoup à des copains, en tout cas à l'époque, tu peux me prêter. Et ça a été exactement le scénario de La Garçonnière, le film de Billy Wilder, qui a été une pièce de théâtre avec Guillaume de Tonquédec et Claire Kem. Donc, je passais, pour mes 5 à 7 de mes copains de la rédaction, je leur passais ma chambre, enfin mon petit studio, jusqu'au jour où le patron l'a su, et il m'a convoqué à la fin de la conférence de rédaction. Drucker, vous restez là, j'ai un mot à vous dire. Alors il y avait tous les copains qui étaient là, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais le dernier, j'avais 25 ans. Pourquoi il va se faire engueuler? Et là il m'a dit, dites donc Drucker, il paraît que vous vivez seul, etc., et que vous prêtez de temps en temps, mais régulièrement, à des copains de la rédaction pour les 5 à 7. Et là, il me dit, pour moi, ça sera le vendredi. Oui, monsieur le directeur.
Je ne sais pas si ça a aidé ma promotion et ma carrière. En tout cas, ça n'a pas nuit. En tous les cas, vous savez vous taire. Ils sont tous morts. Hein. Ouais. Il y a une anecdote aussi, mais il faut lire le livre. Hein. Vous assistez à une scène avec un directeur dans son bureau. Bon, mais vous ne citez pas le nom de la journaliste qui était dans la situation à ce moment-là. Ni le patron. Ouais. Mais alors, monsieur loyal, le gendre idéal, Michel. Puis de temps en temps, vous avez quand même envie de ruer dans les brancards. Non. Parce que mais quand par exemple on vous dit, ah bah tu vas dans les enfants de la télé, tu vas être le Pierre Tchernia, tu vas faire ceci, cela, ça va être bien pour toi. Non, vous dites, j'avais envie de leur dire, allez vous faire foutre. Non, c'est-à-dire que le bricot, que les enfants de la télé reviennent, après les beaux jours sur le privé, reviennent dans le service public. Et le bricot, on me dit, voilà. Et moi, je pense bêtement qu'on va me demander de présenter, quand j'ai un petit peu la mémoire de la télé. Pas du tout. C'était pour être le magique Tchernia, l'historien de la télévision. Donc, vous avez vraiment eu envie de leur dire, allez vous faire foutre. Donc, je savais pas. Non, j'ai dit, pourquoi pas le père Fouras. Bon. Mais je savais pas. Alors, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je dois être vieux pour être vraiment... Mais bon, tout ça fait que je ne l'ai pas fait. Finalement, c'est Laurent Ruquier qui ici est collé, et il fait ça très très bien. Puis moi, je suis retourné le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que, reconnaissez, parce que vous avez bien lu mon livre, que je manie l'insolence, l'ironie, la dérision et l'autodérision, parce qu'à un moment donné, il faut du temps pour rester jeune, mais il faut du temps pour être soi-même et pour se lâcher. Et c'est vrai que maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc les patrons, je leur parle très très franchement, avec le maximum d'humour, et j'ai pas trouvé d'autre solution pour traverser ce métier que l'humour. Ouais. L'humour, il paraît que c'est l'arme de la séduction, mais l'humour, avec l'humour, on traverse toutes les périodes compliquées, à condition qu'on tombe sur un patron qui a de l'humour. Oui. C'est pas le cas tous les jours. C'est pas le cas tous les jours. Une image aussi de tendresse aussi, parce qu'il y a ça dans le livre. Juste encore une chose, c'est Jean-Pierre Foucault que vous allez voir dans le Sud et qui ne fait plus de télé. Non. Et vous discutez, vous passez un déjeuner avec lui. À Carry-le-Rouet, les pieds dans l'eau. Vous survolez l'endroit, vous le voyez. Il a ses copains, il a sa femme, sa Dani à lui. Un déjeuner de copains, de poissons, il est détendu. Il est en bleu, il y a la mer qui est là, la Méditerranée, il a des copains. On parle pas de télé. Et je vois que le commencement de la retraite, pour lui, le rend très heureux. Et je suis très intrigué. Je vais dans son bureau. Et j'ai dit, je vois toutes les couvertures de magazines de sa carrière, je vois tout ça. Et j'ai dit, t'es heureux? J'aurais dû déjà partir il y a 2 ans. Je continue à faire un peu le loto. Et puis Miss France, mais tout ça, ça y est. Là, je rentre de faire le tour de Corse en moto. Je suis allé aux États-Unis avec mon épouse. C'est formidable. Et moi, je lui dis, mais tu regardes plus la télé? Tu regardes plus Morandini? T'es plus accro? Non, pas du tout. J'ai pris beaucoup de... Et ça m'intrigue beaucoup. Et dans le dernier chapitre du livre, un des derniers, en faisant du vélo dans l'école de Provence, je reprends à cette conversation et je me dis, mais finalement, il a peut-être envie de revenir. Et finalement, il me dit ça, mais il est peut-être encore accro, il n'a pas osé me le dire. Donc j'imagine une conversation en disant, Jean-Pierre, tu reviens. Les papis font la résistance. On appelait ça vivement Sacrée Soirée. On va faire l'élection de Miss Vieux, Miss Vieille, Miss Centenaire. David Guetta remix Yvette Horner, Tino Rossi et Piaf. On est en noir. On a des prompteurs hauts comme ça, des nouvelles prothèses auditives. Et on repart. Et ça marche. Fini tout ça, fini les réseaux sociaux. On revient aux bons télégrammes, aux anciens téléphones. Toutes les femmes, maintenant, s'habillent comme Simone Signoret dans Casque d'Or. Les guinguettes reviennent. On refait les débuts de la télévision en noir et blanc. Et on repart pour un tour. Et à la fin de la conversation, il me dit « Parle plus fort, je t'entends plus. » Et je découvre qu'on est devenu sourd. Ça m'amusait de faire ça. Merci beaucoup, Michel Drucker. Merci infiniment. Il faut du temps pour rester jeune chez Robert Laffont. On aurait pu continuer encore, parce que ce livre est formidable. Oui, Michel? Vieillir, oui. Devenir vieux, non. C'est pas la même chose. Merci, Michel Drucker.